Bonjour à tous. Donc, Jean-Christophe Le Toquin, je suis le coordinateur de l'Alliance Encryption Europe, qui est une alliance de PME spécialisée dans le chiffrement et qui défend évidemment un chiffrement simple et abordable pour tous. Parmi nos membres, nous avons la société française NTX Research et son président fondateur Pascal Toniel. Et donc aujourd'hui, nous allons évoquer la question de la confiance numérique et en particulier la confiance dans l'identité. Et donc la question de savoir comment on s'identifie et comment, je dirais, on crée de la confiance en sachant à qui on parle. Pour donc le déroulé de la session. Donc nous allons avoir d'abord une présentation par Pascal Toniel de 10 minutes qui va vous présenter l'approche PKI 2.0, qui est une approche extrêmement innovante et dont il est l'inventeur, mais qui s'appuie sur de lourds et longs travaux scientifiques et académiques qui vont nous être, je dirais, confirmés par deux intervenants avec lesquels il a une longue et ancienne expérience, le professeur Jean-Guillaume Dumas et Pascal Lafourcade, qui nous corollaire et expliqueront comment je dirais, ils ont abordé cette innovation et comment ils l'ont qualifiée. Et puis on passera les frontières et on arrivera au Luxembourg, lieu où nous sommes établis Encryption Europe, avec le Chief Scientist de LuxTrust, Thomas Kopp, qui lui va nous faire entrer dans le domaine, je dirais, opérationnel en disant bon, voilà, est-ce que cette innovation, est-ce qu'elle est réaliste, est-ce qu'elle est intéressante, pourquoi, quelles sont les contraintes ou les précautions à prendre, puisque quand on est sur la confiance, évidemment, il ne faut pas la trahir et il faut donc être extrêmement rigoureux sur la manière dont on identifie les choses. Voilà un peu, et ensuite nous aurons des questions de la salle. Si vous avez des questions durant l'implantation, n'hésitez pas à être interactif. Vous avez l'espace de discussion publique qui est à votre disposition. Donc vous pouvez d'ores et déjà échanger, poser vos questions, soyons interactifs. Alors, un petit peu de contexte. Slide suivante, Grégory. Et je vais me mettre en off pour que ça s'affiche bien en grand. Alors, la question de l'identification des personnes et des objets est une question ancienne. Alors, vous avez tous en tête, j'imagine, étant spécialiste sur ces sujets, le fameux dessin du New Yorker où on voit deux chiens qui se parlent et l'un lui dit à l'autre sur Internet « Personne ne sait que tu es un chien ». Ce dessin date de 93. Alors, je ne l'ai pas reproduit, malgré qu'il soit très connu, parce qu'il est encore protégé par le droit d'auteur. Cette session est enregistrée, elle est disponible publiquement et donc je n'ai pas l'autorisation de reproduire ce dessin. Mais voilà, en tout cas, ça montre que, alors que l'Internet public date de 95 en France, 2 ans avant, déjà, c'est la question de l'identification des personnes. Est-ce que l'on a progressé aujourd'hui en 2021? Pas vraiment. Slide suivante. Dans la mesure où on voit qu'aujourd'hui, il y a toujours une question là pour le coup, qui est extrêmement lourde financièrement. Alors, ce sont des exemples. La question de l'identification des personnes va au-delà des exemples de fraude que je cite là, mais c'est juste pour donner une perspective. Si on regarde les États-Unis uniquement, pays où il y a souvent des études, je dirais, sur les phénomènes de fraude et qui sont des études toujours intéressantes, où évidemment l'économie numérique est extrêmement développée. On estime, selon le cabinet Javelin, que, vous voyez les chiffres, c'est de l'ordre de 16 et 20 milliards de dollars de pertes liées à la fraude, liées aux questions d'identité numérique. Donc année après année, un chiffre relativement stable, le dernier en date de 2019. Si on revient en France, et si on prend un exemple là aussi parmi d'autres, on voit, et vous l'avez certainement vu passer, une progression des questions de fraude au président, où là donc des pirates habiles se font passer pour des hauts responsables d'entreprise et arrivent à tromper les équipes. Et aujourd'hui, là, le tout dernier record vient de tomber. Un seul escroc a réussi à obtenir des virements de l'ordre de 15 millions d'euros en France. C'était une nouvelle qui est tombée il y a quelques
quelques jours. Mais c'est un phénomène qui est massif et qui montre qu'encore aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution sur comment identifier numériquement les personnes. Il y a plein d'applications pour lesquelles on peut imaginer sur l'âge, sur l'âge les accès à des sites qui peuvent être réservés aux adultes, par exemple. Il y a plein d'usages qui sont encore totalement à créer. Alors, on va sans transition passer à la présentation de Pascal Toniel, qui est donc un patron d'entreprise, qui est un innovateur et qui a réfléchi de manière vraiment innovante sur ces questions d'identité et comment on peut les appliquer à la fois, se rapprocher des personnes, vous et moi, pour qu'on puisse être identifié facilement dans nos usages numériques. Il a également apporté des solutions sur la question de l'Internet des objets. Les deux sujets sont passionnants, ils sont riches, donc on va se concentrer aujourd'hui sur les personnes, mais on pourra peut-être en fin de session aussi évoquer la question de la PKI 2.0 de l'Internet des objets. Slide suivante, Grégory, et je passe sans transition donc à Pascal Toniel qui va vous expliquer sa vision. Et ensuite, on va l'analyser à la lumière de la recherche scientifique et puis de l'opérationnel avec Thomas Cope. Pascal, à toi de jouer. Merci Jean-Christophe pour cette introduction et bonjour à toutes et à tous. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus naviguer sur Internet et utiliser des services en ligne sans avoir l'assurance que l'on se trouve sur le bon site web ou que l'on utilise la bonne application web. Grâce aux certificats serveurs que nous pouvons aujourd'hui avoir confiance quand nous surfons sur Internet. Et cette confiance, si indispensable, est en train de se généraliser à tous les sites web. Grâce à l'initiative de Let's Encrypt, qui regroupe aujourd'hui de très grands acteurs de l'Internet. Suivant. Diapositive suivante. Voilà, merci. Donc, pour que cette confiance numérique soit complète, nous devrions avoir, nous aussi, les internautes, des certificats pour prouver notre identité en ligne. Alors, il est vrai que aussi, avec l'avènement de l'Internet des objets, il est évidemment souhaitable, voire même nécessaire, de garantir l'identité des objets connectés qui vont se multiplier sur les réseaux. Alors, ces certificats, bien sûr, ils seront indispensables pour assurer à la fois l'authentification forte, donc des personnes et des objets connectés, c'est-à-dire la preuve de l'identité de ces personnes ou de ces objets sur les réseaux, la confidentialité, bien sûr, donc ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de technique de chiffrement, et puis également la signature numérique, qui ne peut se faire que grâce à la cryptographie asymétrique. Donc là, on est sur une technique cryptographique qui permet de faire ces signatures numériques. Non. Donc, ce qui a été long et compliqué pour les serveurs, à savoir la généralisation des certificats, va l'être encore plus, ou l'a été encore plus pour les personnes et les objets connectés. Et ça, c'est principalement une question d'échelle. Des serveurs, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus sur Internet, la croissance est exponentielle, mais il y en a quand même toujours moins que des centaines de millions d'internautes, voire des milliards d'internautes aujourd'hui. Donc, en termes d'échelle, ce qui a été fait pour les certificats va être encore plus compliqué, ou en tout cas va être numériquement plus compliqué avec les personnes. Et bien sûr, on est à l'aube aujourd'hui de la généralisation des objets connectés, et là, ça se contente, bien sûr, en milliards. Alors, comment résoudre les trois principaux blocages actuels dans ce contexte, c'est-à-dire assurer une distribution de masse des certificats pour les personnes et les objets connectés, surtout pour les personnes, mais que cette distribution soit sécurisée. On le sait, le problème de sécurité va se poser également lors de la distribution. Le
coût de ces certificats. Les certificats aujourd'hui proposés par des autorités de certification ont un coût qui est non négligeable. Donc, ça peut se comprendre quand il y a peu d'unités à certifier. Quand il y aura effectivement des millions de personnes, des milliards d'objets connectés, ça va coûter quand même très très cher. Et puis également cette complexité d'utilisation qui est toujours récurrente, même si Let's Encrypt aujourd'hui arrive à simplifier un peu les choses, ça sera de toute façon très compliqué pour les personnes. Alors, comment faire aujourd'hui concrètement? On est un citoyen, on est un étudiant, on est un professionnel, on est un consommateur, ou tout simplement un internaute. Comment je vais aujourd'hui me procurer un certificat personnel afin d'utiliser en toute confiance les services offerts par Internet et puis également moi-même être partie prenante de ces services? Donc, on peut aujourd'hui légitimement se demander pourquoi cette généralisation des certificats de personnes n'a pas été déjà faite à l'échelle de grands pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. On sait que ça a été fait dans d'autres pays, hein, comme le Luxembourg, l'Estonie, hein, qui sont des fers de lance dans ce domaine, mais on est déjà sur des échelles de population beaucoup plus réduites. Si on essaye de voir quelles sont les contraintes qui ont pu peser, on voit surtout que les autorités de certification actuelles ont rarement des réseaux d'agences locales. Donc, il faut s'enrôler en ligne avec des procédures longues, complexes, peu sécurisées. Donc, tout ça est très. Par ailleurs, les autorités de certification ne nous connaissent pas personnellement. Donc, c'est également un problème. On n'a pas de proximité par rapport à ces agences. Et également, c'est vrai que dans la PKIX, les internautes, moi j'ai pu m'en rendre compte, ne comprennent pas la logique des certificats d'autorité de certification embarqués dans les navigateurs, ce qui est fait aujourd'hui, mais les gens ne comprennent pas bien. Bon, on certifie ma clé publique, mais que viennent faire les certificats des autorités de certification qui ont plusieurs niveaux, donc ça vient complexifier le tout. Par ailleurs, on pourrait se dire qu'effectivement, les gouvernements auraient la légitimité pour distribuer finalement des certificats à tous les citoyens. Mais on voit que dans des grands pays, voilà, c'est un petit peu le syndrome Big Brother qui revient et qui peut être également un frein. On aimerait avoir quand même plus de liberté quant à la possibilité de choisir les certificats que l'on veut auprès d'autorités en qui on a confiance et qui ne soient pas forcément le gouvernement. Non. Quelle est la proposition de la PKI 2.0? C'est un nouveau modèle qui permet de s'affranchir en fait des autorités de certification au niveau des internautes. Et j'insiste bien, au niveau des internautes. Bien sûr, les autorités de certification vont garder leur rôle au niveau des certificats serveurs et on le verra tout à l'heure. La PKI 2.0 va mettre en avant les autorités d'enregistrement, hein, dont le rôle principal sera de proposer un enrôlement de proximité grâce à des agences locales d'enregistrement et qui font partie de leur réseau. Et on sait qu'aujourd'hui, en termes de sécurité, l'enrôlement des personnes en face à face, avec vérification d'identité, est la seule méthode réellement sûre. Hein. C'est d'ailleurs ce que préconise aujourd'hui le RGS français, hein, le référentiel général de sécurité, édicté par la DGME et par l'ANSSI, qui préconise l'enrôlement en face à face pour les certificats de niveau 2 étoiles et 3 étoiles. Alors, effectivement, tout ça, c'est une proposition, mais concrètement, où sont les fameuses agences locales dont je parle? C'est tout simplement votre agence bancaire, votre agence, l'agence de votre opérateur télécom Internet, votre bureau de poste, votre étude de notaire dans les campagnes, l'administration de votre école ou de votre université si vous êtes étudiant ou professeur. Donc là, on a bien des réseaux de proximité. Alors, cette agence locale d'enregistrement, elle vous connaît, car vous êtes
cliente ou son client. On a donc bien une limitation de la responsabilité des agences, des autorités d'enregistrement, d'abord par le périmètre, c'est-à-dire que chaque autorité d'enregistrement ne s'occupera que de ses propres clients, et ensuite en termes d'engagement, parce que finalement, elle ne va pas, comme une autorité de certification classique, signer les certificats de ses clients. Donc, elle va vérifier votre identité au niveau de l'agence locale, délivrer des certificats personnels, poster sur le serveur notaire électronique de son autorité le fameux certificat de propriété de clé publique, qui est propre à la PKI 2.0. Mais voilà, elle ne s'occupe que de ses propres clients et elle ne signera pas de certificat et n'endossera pas la responsabilité énorme d'une autorité de certification. Alors, il est très important de comprendre que la PKI 2.0 ne va pas remplacer la PKI X, celle que l'on connaît tous, fondée sur les autorités de certification, mais va la compléter. Donc, elle propose au niveau des internautes finalement une nouvelle répartition des responsabilités dans la confiance, avec un nouveau modèle économique et social. Il y a bien sûr à l'appui de ce modèle un protocole cryptographique de sécurité qui va garantir l'authenticité de la clé publique d'une personne ou d'un objet connecté, mais ce, sans utiliser la signature d'une autorité de certification. C'est là évidemment la nouveauté. En fait, on complète bien les certificats serveurs garantis déjà par les autorités de certification. Et il faut bien voir que dans notre modèle, nos serveurs notaires électroniques, ceux des autorités d'enregistrement, seront garantis bien sûr par des certificats serveurs, eux-mêmes délivrés par des autorités de certification. Dans un complément de PKI et pas dans un remplacement. Alors, cette PKI 2, c'est en fait un nouveau modèle de PKI qui peut servir de base à d'autres PKI qui peuvent s'en inspirer, comme c'est le cas aujourd'hui de Local PKI. Alors, Local PKI, elle est issue des travaux des laboratoires de Grenoble et Clermont-Ferrand. On vous en parlera un peu plus par la suite, mais en tout cas, on peut résumer le modèle, quels que soient les PKI dérivés, on peut résumer le modèle avec des points suivants. Donc, c'est une PKI non hiérarchique, contrairement à la PKI X, elle est vraiment centrée sur l'utilisateur. Ça, c'est important. Donc, centrée et proche de l'utilisateur. Ses atouts, c'est d'être facile à déployer à grande échelle, d'être gratuite pour un usage basique, d'avoir un niveau de sécurité maintenu, parce que ça, c'est essentiel. Et finalement, à l'échelle d'une nation, on verra que quelques dizaines de serveurs notaires électroniques sont suffisants pour construire une architecture nationale. Alors, bien sûr, on peut également se poser la question de la clé privée. La clé cryptographie asymétrique, vous le savez tous, repose sur deux clés, une clé privée et une clé publique. Donc, la PKI2, telle qu'on l'a vu jusqu'à présent, garantit l'authenticité de la clé publique d'une personne, c'est-à-dire relie cette clé publique à une identité précise, mais quid de sa clé privée? Donc là, on sait qu'on rencontre aussi, qui est un frein en fait au déploiement c'est la bonne protection de la clé privée. Malheureusement, elle est trop longue, cette clé privée, pour qu'on puisse s'en souvenir, donc ça ne peut pas être un simple mot de passe. Elle doit donc être stockée quelque part, dans un coffre-fort local. Alors, au début, effectivement, il y avait les cartes à puce, les crypto-clés USB. Bon, et on a ici des équipements qui sont directement connectés à Internet, qui sont difficiles à déployer, un peu fastidieux à utiliser et voire coûteux. Donc, comment finalement on peut protéger nos clés privées dans nos smartphones qui sont les bons authentifieurs, en fait, les bons outils de signature numérique? Donc, ce problème crucial du stockage des clés privées, on l'a résolu également. Donc, on ne va pas rentrer, bien sûr, trop dans les détails, mais l'idée, c'est que finalement, on ne veut pas avoir une clé privée stockée en permanence parce que ça la rend vulnérable sur des outils connectés comme les smartphones.
Donc, pour ça, on pense qu'il est intéressant de pouvoir recréer finalement ponctuellement, de quelque sorte à la volée, la clé privée quand on en a besoin pour, par exemple, faire une signature numérique et de la détruire immédiatement après. Donc, pour ça, on propose également un nouveau protocole qui s'appuie sur des prestataires de confiance également. Mais ces prestataires de confiance, même si on les attaque, on verra qu'on ne peut pas finalement retrouver ces clés privées. Donc, on protège bien ces clés privées, d'un côté via les tiers de confiance, de l'autre côté sur un smartphone qui est quand même relativement vulnérable. Diapo suivante. Alors, je terminerai par les enjeux considérables aujourd'hui de l'Internet des objets, hein, tout le monde en est conscient. Et donc là, c'est finalement le sujet des derniers travaux menés par les professeurs Dumas et Lafourcade, hein, qui ont donné lieu à une édition dans la prestigieuse revue Springer Nature. Donc sur cet aspect objet connecté, je pense qu'ils en parleront bien mieux que moi. Donc je vous remercie de votre attention et je repasse le micro à Jean-Christophe. Merci Pascal, merci, bravo pour avoir tenu, être concis sur un sujet aussi riche et qui peut être complexe. Nous avons une question d'un participant, Christophe Maudou, qui demande si les puces sont des RGS2 ou 3. Est-ce qu'on a la réponse à cette question? Est-ce que cette question est suffisamment claire? Je ne suis pas en mesure moi-même de la décrypter, je dois dire. Personnellement, je n'ai pas la réponse. Évidemment, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans les cartes à puces, elles sont vraiment considérées comme très sûres et très robustes pour stocker les clés privées. Le problème de la carte à puce, c'est plus son utilisation facile dans un contexte de communication, hein, quand je veux signer un numérique. Voilà, je ne vais pas pouvoir utiliser facilement ma carte à puce. Mais en termes de sécurité, oui, la puce aujourd'hui, une excellente sécurité pour le stockage des clés privées. Alors, on va passer aux deuxième partie, qui sont les interventions de. J'ai brièvement mis ma caméra, donc des professeurs Jean-Guillaume Dumas et Pascal Lafourcade. Ce qu'on a entendu dans ta présentation, Pascal, c'est cette dimension. Il y a une dimension technique qui va donc être abordée par nos deux experts, et il y a une dimension de proximité qui est également très intéressante dans la mesure où il y a une vaste problématique, notamment en France, à travers tout le territoire. C'est peut-être moins le cas au Luxembourg, qui est un pays de taille plus restreinte. Mais en France, on a un vrai enjeu de remettre de la proximité. Il y a une vraie inquiétude que les campagnes se désertifient, que les habitants soient un peu déconnectés de leurs administrations et qu'il n'y ait plus de contact local. Et ce projet-là a vraiment le mérite de redonner du local, de remettre de l'humain à l'humain qui parle. Et à notre avis, il y a un vrai potentiel là qui est extrêmement intéressant. Mais d'abord, avant d'aller sur cet aspect plus politique, la question c'est est-ce que cette invention que tu tiens, est-ce qu'elle est robuste scientifiquement? Et donc, je vais donner la parole à Jean-Guillaume Dumas, qui est professeur à l'université de Grenoble-Alpes et professeur en mathématiques appliquées. Il est l'auteur, avec Pascal Lafourcade, qu'on entendra juste après, de différents ouvrages, dont Architecture de sécurité pour Internet chez Duno, qui vient de paraître cette année, enfin 2020. Et il est également travaillé en calcul formel au laboratoire de mathématiques appliquées et d'informatique Jean Kunzmann à Grenoble. Donc, Jean-Guillaume, ce qu'on entendrait de votre part, c'est voilà, comment votre laboratoire s'est trouvé impliqué dans cette recherche. Qu'est-ce qui a retiré son attention sur un plan scientifique et quel est votre regard de chercheur sur cette invention? D'accord, bonjour à tous, merci pour l'introduction. Je laisse ma caméra du coup Oui, vous pouvez, oui, comme ça on vous voit. Ouais. Okay. Donc,
Donc nous, effectivement, on est parti d'un constat de quelques limites du modèle PKX qui sont, pour rentrer rapidement dans le détail, un peu d'attente au niveau de la création des certificats. Il faut attendre de valider la vérification d'autorité d'enregistrement, attendre la validation de l'autorité de certification, ensuite la publication dans un annuaire. Donc il y a une certaine latence dans le système PKX existant, et puis dans certains cas, effectivement, ce n'était pas forcément adapté. Donc du coup, le paradigme proposé par NTX Research et Pascal Toniel en particulier, qui était PKI 2.0, nous paraissait intéressant pour répondre à ce problème dans un certain nombre de cas. Et donc, avec mon collègue Pascal Lafourcade et d'autres collègues de Grenoble, Jean-Baptiste Orfila notamment, on a commencé à travailler, et donc avec Pascal Toniel, on a commencé à travailler pour essayer de formaliser un petit peu les choses et définir un protocole cryptographique qui pourrait rentrer dans le paradigme PKI 2.0 et en même temps avoir des propriétés de sécurité importantes. Donc c'est comme ça qu'est né Local PKI. Et donc en fait, en termes de travail, on a commencé par formaliser les besoins et les propriétés de sécurité attendues. Et puis, on s'est donc attelé à la définition de ce protocole adapté pour qu'il soit pertinent pour les acteurs locaux et pour les interactions proches, comme l'a décrit Pascal. Donc, on a travaillé sur le sujet et puis on a réussi finalement à développer donc un ensemble en fait de protocoles de certification aux propriétés de sécurité qui sont similaires à celles de PKX, hein, donc c'est les mêmes, on a la même sécurité. Et en fait, en plus, l'ensemble de protocoles est compatible en y ajoutant des petites extensions au format X509. Donc c'est vraiment, on utilise les technologies existantes et on transforme un peu les protocoles. Et donc ensuite, avec la formalisation, on a modélisé mathématiquement l'ensemble de protocoles qui permettent l'enregistrement en mode public ou en mode privé, qui permettent les interactions authentifiées, qui permettent l'identification, la vérification publique ou privée de certificats, etc. Donc avec les technologies existantes et puis des systèmes proches de OCSP ou de liste blanche de hash à la NCRC3 pour ceux qui connaissent ces protocoles-là. Et donc, une fois qu'on a modélisé mathématiquement les choses, on a réussi donc à prouver la sécurité du système à la fois mathématiquement et à la fois de passer avec succès au travers d'assistants de preuve formels automatisés, comme le logiciel Tamarin, qui permettent de vérifier la vérification de protocoles automatiques. Peut-être Pascal Lafourcade pourra en parler plus précisément, c'est lui le spécialiste. Et donc, au final, voilà, on a trouvé donc une alternative, un complément, comme le disait Pascal, viable à PKX, donc qui s'appelle Local PKI, et qui est donc dont la principale caractéristique, c'est que les certificats utilisateurs sont autosignés et que la seule liaison avec un certificat se fait par un notaire un peu plus tard. Et donc, en fait, il y a une désynchronisation du protocole et le certificat, en fait, est utilisable directement. Et la certification se fait en même temps que la distribution, par exemple, des certificats par les agences locales. Mais globalement, donc, ce qu'on a montré, c'est qu'on a un système donc, qui est sûr, qui a une sécurité prouvée, et qui est adapté à des accès locaux, et en particulier également aussi à des systèmes de contrôle industriel comme les SCADA ou comme l'Internet des objets, puisqu'en fait, cette certification asynchrone permet un setup simplifié et plus flexible pour ce genre d'utilisation. Donc voilà, donc ensuite, on a formalisé, on a prouvé les choses et donc on les a publiées en conférence internationale et puis ensuite sur les aspects plus IoT dans une revue, effectivement. Et donc, une question avant de donner la parole à Pascal Lafourcade, la différence entre Internet, identification des personnes et identification des objets, sur un plan, je dirais, mathématique, c'est seulement plus tard, je dirais, que vous avez fait la distinction. Je veux dire, les protocoles sont les mêmes pour les personnes et pour l'IoT. Et après, dans l'implémentation, c'est là où les choses se différencient. Est-ce que c'est ça ? Tout à fait. En fait, c'est les mêmes protocoles. Et il se trouve que les propriétés nécessaires pour que les utilisateurs s'en servent plus rapidement, qui est que cette espèce d'asynchronisation entre la fabrication tout de suite en fait, d'une clé publique utilisable et la certification qui arrive plus tard, en fait, c'est le même besoin pour l'IoT. C'est-à-dire qu'en fait, on va tout de suite donner le certificat
Et puis, par contre, au moment où on en aura besoin, on aura besoin de navigation, c'est à ce moment-là qu'on va interroger soit les listes blanches, soit les notaires, etc. Mais donc, du coup, c'est asynchrone et on peut les distribuer tout de suite quelque part. Et c'est simplement au moment où on a besoin de faire les vérifications, on n'a pas besoin d'attendre. Donc, c'est cette latence qui, en fait, est inhérente à PKX qu'on a supprimée. Et donc, du coup, c'est utile à la fois pour les utilisateurs finaux qui n'ont pas besoin de toute cette complexité et pour l'IoT. Donc, finalement, le besoin est le même. Oui, c'est pas le moins de paradoxe où on imagine justement qu'il n'y a pas plus éloigné que l'humain des objets qui se connectent à Internet et qui pullulent et qui vont complètement transformer notre connaissance et notre expérience de l'Internet. Oui, mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs qui puissent l'utiliser plus facilement. Donc finalement, c'est en ça que ça se rejoint. Oui, tout à fait. Non, ça, c'est vraiment remarquable pour ça. Je vais passer la parole à Pascal Lafourcade. Donc, vous êtes maître de conférence à l'Université Clermont-Auvergne et vous avez travaillé ensemble. Vous travaillez étroitement avec Jean-Guillaume Dumas, donc vous connaissez très bien. Et vous avez travaillé beaucoup sur les questions de confiance numérique, notamment au laboratoire Verimag. Hein, c'est votre focus. Donc, vous, quelle a été, je dirais, votre collaboration avec Jean-Guillaume Dumas? Qu'est-ce qui vous a sollicité, vous a amené à travailler sur ce projet et quel a été votre rôle? Oui, bah, alors, je travaille à l'Université Clermont-Auvergne au sein du LIMOS. Avant, j'étais à Verimax, c'est là où j'ai rencontré Jean-Guillaume Dumas à Grenoble et on a collaboré sur de nombreux sujets. Et on a coécrit plusieurs ouvrages ensemble. Et dans le cadre de cette collaboration, nous avons rencontré Pascal Thionel qui nous a présenté son projet et il nous a semblé intéressant d'analyser la sécurité de ce protocole. Et nous avons décidé d'utiliser des outils. Donc, on a fait plusieurs essais avec plusieurs outils qui existent dans la littérature et on a finalement choisi Tamarin qui était l'outil le plus adapté pour pouvoir faire des preuves de sécurité. Donc, pourquoi on fait des preuves de sécurité? Parce qu'il y a plusieurs années, il y a des gens qui ont proposé des protocoles et 17 ans après, ils se sont aperçus qu'il y avait des failles dans ces protocoles et ces protocoles faisaient juste 3-4 échanges de messages. Et donc, on s'est dit, ce n'est pas possible de trouver des failles si longtemps après. Et l'objectif de la vérification formelle, c'est de découvrir les failles en fait, avec des outils, en fait, pour qu'on ne puisse pas manquer des failles et avoir des preuves sous certaines hypothèses, bien sûr. Donc, on va faire des hypothèses en modélisant les capacités de l'intrus, donc savoir ce que peut faire une personne malveillante. Une fois qu'on a modélisé ces capacités d'intrus dans l'outil, on modélise le protocole. Donc là, on a modélisé le protocole de Pascal Thionel qui nous a amené à apporter des modifications lors de son design. On a rajouté quelques petites modifications à la base. L'esprit reste le même que la proposition initiale, mais en sécurité, si vous oubliez de mettre l'identité d'une personne ou un nombre aléatoire à un endroit, le protocole contient des failles. En fait. Donc cette vérification formelle était très importante afin d'avoir une proposition finale dans laquelle on est garanti qu'il n'y a pas de faille sous les hypothèses des attaquants qu'on fait. Donc, c'est ce que nous avons fait avec Jean-Guillaume et l'aide de Jean-Baptiste Orfila pendant sa thèse. Et nous avons pu utiliser l'outil Tamarin, un outil libre qui permet de vérifier les protocoles cryptographiques. Et comme ça, on a une garantie qu'il n'y a pas d'attaque. Donc, il faut aussi modéliser les propriétés de sécurité. Donc, on ne fait pas toute la sécurité d'un coup, on fait propriété par propriété. Et une fois qu'on a pu avoir ces propriétés et ces garanties, on est sûr d'avoir un protocole qui n'a pas de faille. Donc, c'est vraiment ça l'esprit de nos travaux de recherche avec Jean-Guillaume. Et sur cet aspect, justement, personne versus ou par rapport au des objets, est-ce que, donc à ce niveau de vérification, est-ce que vous avez donc traité les deux sujets de manière différente ou à ce stade, ça reste encore les mêmes problématiques et la vérification sert aux deux aspects? Alors, à chaque fois qu'on a une nouvelle version du protocole, on est obligé de refaire une preuve, en fait. On ne peut pas dire oui, ça a marché comme ça. Donc, quand on s'est intéressé à l'Internet des objets, on a proposé un protocole légèrement différent qu'il nous a fallu remodéliser dans les outils et vérifier encore une fois, en fait. Donc, vraiment important de dire que tous les protocoles sont vérifiés les uns après les autres en fonction de, justement, les différentes modifications qui ont été apportées au sein des protocoles.
Donc, dans la deuxième publication que nous avons eu un protocole légèrement modifié et adapté pour les Internets des objets. Et dans ce cadre-là, nous les avons encore une fois prouvés avec ces outils automatiques. D'accord, donc on est parfaitement dans les temps. Je vous remercie tous les trois, pour avoir été tous les concis et précis. Donc vous avez bien compris, on est sur de l'innovation, on est sur un nouveau mode de fonctionnement de l'identification des personnes et des objets en complément de l'existant, mais néanmoins on parle quand même d'un nouveau monde qui s'ouvre, où là on pourrait, je dirais, traiter la question de l'identification à l'échelle de l'humanité et d'Internet des objets, rien que ça. Donc on est sur quelque chose où effectivement il y a tout un processus à mettre en place, et là on a vu l'innovation avec Pascal, on a vu la vérification et la robustesse de la méthode avec Pascal et avec Jean-Guillaume. Et maintenant, on va passer à l'étape d'après, qui est l'implémentation, ou en tout cas la manière dont cette implémentation pourrait être faite. Donc, on va passer la parole à Thomas Kopp, qui est le Chief Scientist de LuxTrust. Donc, LuxTrust, en quelques mots, c'est un fournisseur de services de confiance au Luxembourg et une autorité de certification qualifiée. Donc là, on est vraiment dans l'opérationnel, donc ceux qui, en vérité ou en vrai, donc assurent identification et certification. Donc, et là, on est maintenant dans la phase, est-ce que ce qui est a priori robuste sur le plan conceptuel et mathématique, est-ce que c'est aussi cohérent sur le plan de l'implémentation? On a là, quand on passe dans le vrai, il y a des questions de responsabilité qui se posent notamment, et donc Thomas Kopp va nous donner son éclairage. Donc Thomas, à vous de nous dire, voilà, vous voyez arriver cette approche innovante, vous, comment vous la recevez? Est-ce qu'elle correspond aux besoins du marché, à l'évolution notamment de la régulation? On sait que cette identification est un vaste problème difficile. Voilà, comment vous la recevez? Bonjour, mon nom est Thomas Kopp, donc je travaille chez LuxTrust comme Chief Scientist, donc je suis en charge de tout ce qui est technologie, innovation, développement stratégique, etc. pour les nouvelles technologies, et aussi un peu la compliance. Quand je parle de la compliance, je parle de cadre légal. Donc LuxTrust est un fournisseur de services de confiance en Europe. Et ce service, ou les services de confiance, sont réglés par une régulation européenne depuis 2014. Alors, c'est la fameuse régulation eIDAS, qui représente le cadre légal dans toute l'Europe en ce qui concerne la sécurité numérique, y compris les services de confiance et l'identification des personnes. Donc, eIDAS, pour expliquer, c'est une loi qui est applicable partout, c'est par défaut dans tous les États membres, et c'est un cadre qui est agnostique de la technologie. Ça, c'est un élément important parce que on a maintenant discuté la PKI 2.0, on a parlé de la PKI classique, mais eIDAS définit la sécurité numérique et les responsabilités et les rôles des acteurs dans un cadre complètement agnostique de la technologie. Par contre, pour établir des services de confiance, ce qu'on fait aujourd'hui dans notre business, on a par exemple des services de signature électronique, des services d'authentification. On utilise évidemment des services technologiques, notamment la PKI. Et on utilise la PKI classique. Donc la PKI classique reste un élément crucial qui, par défaut, est utilisé dans le cadre du framework eIDAS. Maintenant, quand j'observe ce développement là qui est fait par NTX là, donc pour la PKI 2.0, qu'est-ce qui est la différence entre cette nouvelle forme de PKI et une PKI classique comme la nôtre que nous utilisons dans le cadre de nos services de confiance? Donc, une observation, c'est qu'une différence majeure est
la méthode d'identification des personnes physiques et morales et aussi des objets. Donc, cette identification dans le cadre d'une PKI classique, comme la nôtre, reste légalement dans la responsabilité de l'entité ou de fournisseur de services de confiance. Donc, aujourd'hui, si par exemple LuxTrust va identifier une personne pour émettre un certificat X509, donc, et pour dans la suite fournir des services de signature à cette personne, donc LuxTrust reste entièrement responsable pour le processus intégral, donc y compris l'identification. Maintenant, on peut s'imaginer si on identifie par exemple une personne dans le sud de la France, à Nice, qui veut participer à un service de confiance parce qu'elle a peut-être, elle va se procurer un compte à Luxembourg. Donc, elle doit être identifiée pour recevoir un certificat. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a une identification par vidéo. Cette identification par vidéo, elle est acceptée par notre superviseur parce que, comme j'ai dit, nous sommes dans un business qui est entièrement réglé. Ça veut dire on est constamment supervisé. Tous nos services sont audités régulièrement et approuvés. Donc, cette méthode d'identification par vidéo, elle est acceptée. Par contre, si on regarde comment ça se passe dans le cadre de PKI 2.0, on utilise des modèles de proximité. Ça veut dire la personne à Nice, elle va peut-être dans une agence ou dans une banque locale qui fait l'identification. Donc, dans un tel cadre, je dirais, où on se connaît, la connaissance mutuelle des personnes, elle est très proche et ça renforce d'une manière importante la robustesse et la sécurité du modèle. Par contre, maintenant, si on observe à nouveau le cadre de la régulation eIDAS, LuxTrust, si LuxTrust veut émettre à cette personne un certificat ou accepter un certificat qui a été émis par cette agence à Nice, donc LuxTrust reste entièrement responsable dans le cadre actuel de eIDAS. Et c'est difficile maintenant d'accepter, je dirais, une identification faite ailleurs, même si elle est très robuste, pour là-dessus fournir des services de confiance. Donc ça, c'est un modèle qui, avec le cadre légal actuel, est difficile à mettre en place. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment changer le modèle. Et actuellement, il y a, pour une revue de eIDAS, déjà aussi des idées qui sont discutées. On ne connaît pas encore, je dirais, le résultat de cette revue qui va être fait par les États membres et la Commission européenne. Mais, par exemple, une idée, c'est de ségréguer l'aspect identification de l'aspect service de confiance et de l'aspect PKI. Et dans un tel contexte, le modèle PKI 2.0 devient entièrement valable parce qu'il y aura peut-être pour ce modèle un cadre légal adéquat où on peut dire l'agence à Nice qui fait cette identification locale très robuste pour une personne, elle va prendre la responsabilité pour cette identification et pour le fait que cette personne, elle va se créer une paire clé qui va être utilisée dans la suite pour une authentification forte dans l'Internet. Donc, ce modèle pourrait obtenir un cadre légal adéquat, mais il faut aussi, dans ce contexte, assurer que les moyens d'identification qui sont faits à droite, à gauche, restent comparables. Et là, on parle de niveau d'assurance d'identification. Par exemple, si je vais aller dans un bureau de tabac pour être identifié, cette personne derrière le comptoir a peut-être pas encore, je dirais, la connaissance du métier ou de la cryptographie ou de la sécurité pour avoir la même sensibilité pour fabriquer une identification adéquate si on compare le même scénario, par exemple, avec une identification qui va être faite dans une agence bancaire.
Mais ce que je voulais dire, en gros, le modèle PKI 2.0, la décentralisation de l'identification est un élément très fort pour ajouter de robustesse à l'identification, mais ce qui manque encore, c'est un cadre légal adéquat pour l'intégrer dans un écosystème légal eIDAS qui existe aujourd'hui en Europe. Merci, Monsieur Kopp. Et donc, ce qui est un peu pour résumer la situation, c'est que en 93, on ne savait pas qu'on était un chien derrière l'écran. Aujourd'hui, toujours pas. Mais là, ce qu'on entend, c'est que si on regarde la dimension aussi bien mathématique, où on voit que là, aujourd'hui, les travaux les plus récents permettent de finalement soutenir un modèle de notification avec donc une notification forte locale. Donc, vous l'avez dit, c'est pas le buralisme, mais ça peut être une agence, ça peut être la poste, une agence bancaire ou peut-être un service qui soit dédié. Et ce que vous nous dites, c'est que, en tout cas, aujourd'hui, on aurait pu penser que tout va se faire en ligne et qu'on utiliserait essentiellement des méthodes par vidéo, comme vous l'avez dit. Mais en fait, l'évolution prévisible aujourd'hui de la régulation, de la réflexion de tous ces acteurs, donne effectivement du poids à un modèle d'identification forte locale, sous réserve effectivement d'aménagement des responsabilités légales, telles que vous l'avez indiqué. Donc c'est bien ça, c'est qu'en fait, en 2021, finalement, les développements mathématiques d'un côté et les besoins politiques finalement de confiance au niveau local vont se rejoindre et pour permettre finalement un modèle hybride où on aurait du local très fort, humain, et du mathématique, je dirais, très avancé. Est-ce que je vous ai bien résumé? Oui, absolument. Hein. Je pense que ça, c'est l'évolution qu'on peut attendre. Bon, on n'est pas encore sûr ce qui va sortir de la revue de eIDAS, mais cette tendance, elle est clairement visible et elle pourrait, je dirais, être adéquate pour mettre en place ce modèle de la PKI 2.0 comme complément du modèle actuel. Merci beaucoup. Je pense qu'on a un ressenti très, très fort de votre part et à tous, et je vous remercie pour ça. On va passer aux questions dans la salle. Je ne sais pas si Pascal Toniel, tu as regardé les questions il y a des échanges qui ont lieu là dans le chat public. Donc on rentre là dans le dur. Est-ce que tu veux déjà commenter sur ces échanges ou est-ce que tu veux nous donner ton ressenti sur voilà ce chemin que tu es en train de parcourir en tant qu'entrepreneur vers cette révolution, ou en tout cas cette évolution très forte que tu portes? Je ne sais pas si on a toujours Pascal Toniel. Oui, voilà. Je vois que pour les questions publiques, hein, il y a aujourd'hui donc ici des experts de la PKI, notamment des questions de monsieur Flamand. Je vois que sur ces questions particulières, il y a eu les réponses apportées par Guillaume Dumas. Donc moi, je vais simplement rester au niveau le plus général. C'est vrai que le chemin est long, évidemment. Je pense que jamais promouvoir une innovation seule. Il faut évidemment le concours de nombre de personnes. Bien sûr, le monde académique est le premier de ces concours qui nous a aidé finalement à améliorer notre proposition initiale et à apporter les garanties nécessaires pour la suite du projet. Aujourd'hui, effectivement, on s'inscrit plus dans une logique de toucher les acteurs essentiels de la confiance numérique, les prestataires de services de confiance comme LuxTrust, ainsi que d'attirer l'attention des régulateurs qui contrôlent ces prestataires de services de confiance pour pouvoir tout simplement
analyser notre proposition dans le cadre d'une évolution potentielle de cette réglementation européenne qui permettrait aujourd'hui une ouverture. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un petit peu finalement un appel à la communauté et aux différents prestataires de services de confiance pour voir si effectivement l'intérêt suscité est suffisamment grand pour que des études scientifiques puissent être faites sur ce type de modèle par rapport à une évolution possible de la réglementation EIDAS, également de voir comment on peut s'insérer dans d'autres types de protocoles, comme les protocoles proposés aujourd'hui par l'Alliance FIDO, avec le protocole Web Authentication. Donc voilà, il est nécessaire aujourd'hui, on ne peut pas faire une invention seul dans son coin, il faut s'insérer dans un écosystème général. Et c'est pour ça que le but, en fait, aujourd'hui, est de créer en fait une première dynamique pour que tous les acteurs qui se sentent concernés et intéressés par le sujet nous rejoignent pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Alors effectivement, et là on a un peu de temps, du coup je vois que les questions continuent, donc le débat a lieu activement dans le chat public et ça c'est parfait. Sur peut-être ce qui serait intéressant pour conclure, c'est les perspectives entre la notification des personnes et la PKI 2.0. On y a fait allusion, on a expliqué en quoi les deux phénomènes les deux types de notifications ont le même noyau dur, si on peut dire, sur le plan scientifique. Après, en termes de déploiement, c'est une autre chose. Donc, côté déploiement, côté des personnes, on comprend que là, il y a, je dirais, on est un peu dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire peut-être de mieux séparer les rôles, parce qu'ils sont extrêmement lourds à gérer en totalité, comme l'a dit Monsieur Kopp, ségréguer les notifications des services de confiance. Et donc là, évidemment, le déploiement sur le terrain est quelque chose d'extrêmement lourd parce qu'il faut avoir un réseau d'acteurs de confiance qui sont mobilisés. Mais en même temps, on sent qu'il y a une vraie urgence politique à retisser le lien local entre les individus et le vaste Internet. Donc là, je dirais qu'il y a une lourdeur, mais en même temps, il y a une vraie actualité et une nécessité politique de faire ce lien. Sur la PKI 2.0, là, on est plus sur une question de mobilisation des fabricants de ces objets connectés qui vont, du coup, s'engager à eux-mêmes gérer l'identification de leur parc d'objets connectés. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Pascal, sur les défis spécifiques à la PKI Internet des objets? Je vois que Pascal est en train de chatter avec là, c'est dur de faire tous les deux. Est-ce que, Pascal, tu nous entends? Oui, absolument. Donc, en ce qui concerne l'Internet des objets, oui, il y a deux problématiques essentielles. La première, c'est la lutte contre la contrefaçon. Qu'aujourd'hui, on a des objets numériques et on souhaite que ce soit des objets numériques qui soient issus de fabricants connus et non pas des contrefaçons qui comporteraient de nombreuses failles de sécurité. On a vu aujourd'hui que dans des attaques DDoS, donc de grande ampleur, de déni de services distribués, eh bien, effectivement, des webcams avaient pu être utilisées pour réaliser ce type d'attaque, tout simplement parce qu'on a affaire à des fabricants négligents, hein, des fabricants, on va dire, qui n'apportent pas vraiment de garantie, si ce n'est un prix bas sur ce qu'ils proposent. Donc là, effectivement, apporter une identité par le fabricant sur l'objet connecté est déjà un premier pas. Le deuxième pas à franchir, c'est concernant l'usage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces objets connectés, ils sont connectés dans des réseaux pour une fin précise, c'est-à-dire ça peut être effectivement une autorité portuaire hein, qui va mettre des capteurs dans des conteneurs, qui va mettre en place une surveillance portuaire avec des webcams. Ça peut être évidemment un hôpital. Hein. On a vu que récemment, il y avait des problèmes d'attaque sur
sur les systèmes d'information des hôpitaux. Donc là, on doit avoir des garanties par rapport à ces objets connectés, mais dans leur usage. Et c'est là que la PKI 2.0, que Local PKI peut intervenir, parce qu'effectivement, quand on va enrôler finalement ces objets dans un réseau précis pour un usage précis, on veut que ce soit uniquement des objets légitimes. Et donc là, ce qu'on appelle le setup des il faut obtenir immédiatement et facilement une garantie que ce sont bien des objets légitimes dans ces réseaux et pas des intrus. Et donc là, effectivement, Local PKI, PKI 2.0 peuvent apporter une vraie solution également à ce niveau-là. Merci Pascal. Alors, on arrive à la 5 dernières minutes de notre intervention. Je voudrais, pour conclure, donner la parole à chacun de nos intervenants pour quelques mots conclusifs, en commençant, en prenant l'ordre donc de peut-être Jean-Guillaume, Pascal et puis Thomas. Voilà voilà, on est sur un sujet qui est complexe. Anthem Europe va certainement rester aux côtés d'Anthelix Research dans le déploiement de ces solutions qui visiblement ont à la fois une robustesse scientifique et un intérêt pratique avéré. Donc c'est notre rôle de participer à la promotion de cette innovation européenne. Je vois que Pascal est connecté. Jean-Guillaume, est-ce que vous voulez nous partager votre dernière réflexion à la lumière des échanges aujourd'hui pour conclure. Et puis ensuite, Pascal. Oui. Donc, pour conclure, donc nous, effectivement, on a une aventure intéressante au niveau scientifique avec un développement d'un modèle qui est similaire à PKX, mais avec un certain nombre de petits points qui sont différents, qui peuvent être plus adaptés dans certains cas particuliers. Évidemment, ça ne va pas remplacer PKX, on a le même genre de contraintes. On a discuté un peu avec Ludovic Flamand sur les contraintes effectivement inhérentes au système d'architecture de sécurité. Donc ça, on a quelque part un petit peu les mêmes contraintes. Simplement, dans certains cas d'usage, on peut avoir des avantages ou des inconvénients à regarder. Et donc, ça nous paraît effectivement intéressant d'aller plus vers donc une fois qu'on a fait cette preuve formelle de sécurité des protocoles, d'aller plus vers une mise en œuvre effectivement effective dans des cas d'usage. Pascal, vous voulez compléter? Oui, moi je pense que une des conclusions qu'on peut tirer de cette aventure, c'est que les outils de vérification formelle modernes qui ont progressé depuis 20 dernières années sont à l'heure actuelle prêts pour pouvoir vérifier ce genre de protocole et vont nous permettre d'avoir des garanties supplémentaires en termes de sécurité. Et c'est quelque chose de vraiment très intéressant et qui, à mon avis, va devenir nécessaire et obligatoire pour tous les protocoles qui vont être développés dans le futur. Parce que sans ces garanties de sécurité, trop de failles vont persister. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de voir que la recherche permet d'améliorer la sécurité des protocoles qu'on va utiliser tous les jours. Et ce qui est remarquable dans votre travail à tous les trois, Jean-Guillaume, Pascal et Pascal Toniel, c'est l'imbrication de la recherche, je dirais, académique, scientifique, avec une innovation portée par une entreprise. C'est pas si fréquent, à ma connaissance, dans le domaine de la cybersécurité. Et là, vous apportez vraiment une validation précieuse pour une innovation portée par un créateur. Donc bravo à vous. Thomas Kopp, peut-être le mot de la fin pour vous? Oui, alors je trouve la PKI 2.0, c'est vraiment un bon concept pour compléter les moyens classiques et notamment pour ajouter de la robustesse à l'identification, qu'aujourd'hui représente vraiment un talon d'Achille de la PKI en général, parce qu'on utilise des moyens sophistiqués et technologiques, on est obligé de le faire parce qu'on n'a pas la proximité. Et ajouter cette proximité peut vraiment ajouter de la robustesse. Par contre, ce qui manque encore, c'est le cadre légal qui va peut-être arriver d'ici bientôt. Et aussi une harmonisation des moyens, ça veut dire des processus d'identification pour avoir, je dirais, la même logique partout et des résultats comparables. Merci.
Merci. Ben, on a encore, allez, Pascal, vraiment, Daniel, le mot de la fin. Est-ce que voilà, l'énergie est là pour porter cette PK 2.0 Est-ce que cet événement t'aura été utile? Et en muet. Allô? Oui, donc merci Jean-Christophe. Bah, évidemment, cette conférence pour moi revêt une très grande importance parce qu'elle est le moyen aujourd'hui de porter à l'attention des acteurs du secteur de la cybersécurité, à savoir aussi bien le monde académique que les prestataires de services de confiance. Et évidemment, ça peut intéresser les éditeurs de solutions de cybersécurité. Une autre voie, une autre possibilité, et donc qui demande qu'à être explorée. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas aujourd'hui avoir fait le tour de la question. On ouvre un débat finalement avec, bon, c'est vrai, une étude sérieuse qui a été en amont, qui fait voilà, on lance pas une simple idée en l'air, mais aujourd'hui, il faut la confronter à la réalité scientifique, à la réalité des pratiques aujourd'hui et à la réalité légale. Et donc, nous, ce que l'on souhaite, c'est que le plus d'acteurs possible se mobilisent aujourd'hui pour aller à fond dans cette aventure, voir si aujourd'hui il est possible de proposer une avancée au niveau de la cybersécurité et une avancée pratique qui finalement au profit de tous, hein, et notamment, je pense à tous les internautes que nous sommes. On aimerait bien disposer finalement d'une sorte de support numérique qui nous permettrait d'agir en toute confiance sur Internet. Donc si notre innovation peut contribuer à ça, on en serait vraiment ravis. Merci Pascal, merci pour aider à construire un monde plus sûr. On va essayer nous-mêmes de t'aider à y parvenir avec donc nos intervenants d'aujourd'hui. Merci à vous tous. Et donc, vous avez le mail de Grégory qu'il a donné un peu plus tard dans la session. Donc, si vous voulez rester en contact, voilà, vous avez Grégory est notre maître en relation avec l'ensemble de l'écosystème et les partenaires de Action Europe, donc il est votre contact. Merci Grégory pour ton soutien précieux et merci à tous les intervenants et donc prochaine session, restez connectés on a tout un programme de webinaire sur l'hiver et le printemps, donc restez à l'écoute de Action Europe. Merci à vous.